Que se passe-t-il en Asie occidentale? Un nouveau pacte de défense est en préparation. Vous savez, la Turquie, avec le Pakistan et l'Arabie saoudite, ont signé un nouveau pacte de défense. Cela signifie qu'une attaque contre l'un d'eux sera une attaque contre tous. C'est ce que dit le texte. Mais Erdogan a déclaré qu'il s'agirait d'une sorte d'accord fondé sur la dissuasion collective, qui contribuera à faire progresser notre coopération en matière de sécurité et de défense, à développer des projets communs dans l'industrie de défense et à lutter contre le terrorisme. C'est ce qu'a évoqué Erdogan. Voici ma question, colonel. Selon vous, pourquoi cela est-il nécessaire pour l'Arabie saoudite? Nous savons que l'Arabie saoudite est d'une certaine manière à l'origine de cette initiative. Qu'elle la réclame, à mon avis? Je ne sais pas. Quelle est votre perception? Et quelles seront les conséquences pour la région dans le contexte de la guerre en cours en Asie occidentale? Eh bien, je dirais d'emblée que cela exprime l'inquiétude générale de MBS et de la famille royale face au manque d'attention croissant des États-Unis d'Amérique à l'égard de leur sécurité. Mais quand vous avez dit cela, et que vous avez dit qu'il y avait un article 5, la première pensée qui m'est venue a été, bon, disons que nous aggravons vraiment la situation, encore davantage que nous ne l'avons déjà fait, et que l'Iran passe effectivement aux cibles de 2e, 3e, voire 4e rang, dont je sais qu'il a probablement la liste dans ses ordinateurs, pour ainsi dire. Je voudrais simplement voir ce que feront la Turquie et le Pakistan si ces cibles se trouvent en Arabie saoudite, ce dont je soupçonne que plusieurs le sont. Que vont-ils faire? Vont-ils faire en sorte que nos remarques prophétiques sur une propagation très rapide et profonde deviennent réalité? Vont-ils s'engager dans la guerre contre l'Iran aux côtés de l'Arabie saoudite et finalement de nous et d'Israël? J'ose dire que non, mais j'attends de voir la suite. Oui, Larry, allez-y. D'après ce que vous en comprenez, qu'en pensez-vous? Eh bien, quand on va signer un pacte de défense, il faut se poser la question, contre qui s'attendons à devoir se battre? On a déjà vu les Houthis lancer des attaques à l'intérieur de l'Arabie saoudite qui, selon les termes de cet accord, seraient considérées comme une attaque contre les Saoudiens et donc comme une attaque contre la Turquie et le Pakistan. Mais on a déjà vu qu'il existe ce type d'accord entre l'Arabie saoudite et le Pakistan. Pourtant, après les attaques des Houthis, les Pakistanais ne se sont pas mobilisés pour menacer les Houthis jusqu'ici. Je soupçonne donc que cet accord vise Israël. Et donc, vous savez, je serais curieux de voir comment la presse hébraïque va réagir à ça. Parce que créer ce genre d'alliance, au moins sur le papier, c'est quelque chose qui, vous savez, si vous êtes un planificateur militaire en Israël, doit vraiment vous inquiéter. Mais bon, Erdogan qui signe quelque chose, ce n'est qu'un moulin à paroles. Vous savez, il va tenir un discours très dur, mais tant qu'il gagne de l'argent avec le pétrole qu'il vend à Israël, il ne fera rien pour mettre ça en péril. Le Pakistan se voit lui-même. Et je dis ça à cause de certains renseignements qui sont partagés avec Pepe et moi. Les Pakistanais ont assurément une vision très gonflée d'eux-mêmes. Ils se voient un peu comme, eh bien, nous sommes désormais une puissance mondiale émergente. Nous voilà en train de pouvoir jouer dans la cour des grands, sur l'échiquier mondial. Et pourtant, sur le plan intérieur, les Pakistanais ont de vrais problèmes. Et vous savez, dans ce cadre, disons que l'Iran lance une attaque contre la base aérienne Prince Sultan, parce que cette base est utilisée pour mener des frappes contre l'Iran. Est-ce que cela déclencherait ce traité? Parce que la dernière chose que ferait le Pakistan, ce serait d'attaquer l'Iran, compte tenu du nombre majoritaire ou substantiel. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait une majorité, mais c'est possible, de musulmans chiites au Pakistan qui soutiennent fortement l'Iran et ne lui sont pas hostiles.
Donc je pense que, comme l'a dit le colonel Wilkerson, cela vise probablement davantage les États-Unis, simplement pour dire, vous savez, nous ne sommes plus obligés de dépendre de vous. Oui. Colonel, si vous aviez parlé de ce genre de pacte dans la région avant le début de la guerre, cela aurait semblé quelque peu illusoire. Pourquoi ont-ils besoin de faire cela? Ils ont les bases américaines sur place. L'Arabie saoudite n'a pas besoin d'aller aussi loin. Et aujourd'hui, quand cela se produit, cela signifie quelque chose pour la région. Cela signifie que la région cherche à se redéfinir. Dans cette redéfinition, selon vous, qu'est-ce qui compte le plus pour les gouvernements de la région? Ce n'est pas comme si cela ne s'était jamais produit auparavant, Nima. Et cela a même impliqué la Turquie. Souvenez-vous de ce différend entre le Qatar et l'Arabie saoudite. Les Turcs ont effectivement envoyé des soldats au Qatar, si je me souviens bien. Et cela a fini par être réglé. Je pense que les troupes sont rentrées chez elles. J'imagine que oui désormais, puisque le Qatar a lui aussi été frappé. Donc ce n'est pas comme si c'était nouveau. Nous avions d'importantes discussions en cours, nous, c'est-à-dire le Pentagone, sur un nouvel dispositif de sécurité dans le Golfe et sur ce qu'il pourrait être. Plusieurs propositions étaient sur la table. Le CCG était, je pense, reconnu par ceux qui avaient un cerveau au Pentagone. Et si je le formule ainsi, c'est parce que je ne suis pas sûr qu'il reste quelqu'un au Pentagone qui ait encore un cerveau. Ils ont tous été éliminés. Mais n'importe qui, avec un minimum de bon sens, pouvait voir que le Conseil de coopération du Golfe était au mieux nonchalant et au pire nuisible. Il y avait donc un vrai travail en cours. Comment concevoir une nouvelle architecture de sécurité pour la région? Cette guerre de choix que Trump a déclenchée, j'imagine, a, si jamais ce travail se poursuivait encore, tout fait voler en éclats. Et tout le monde essaye probablement de comprendre comment tout cela va se stabiliser et quel sera le rôle des États-Unis si la situation se stabilise d'une manière hostile au maintien de leur présence. Je veux dire, je me dirais, ou si j'étais un OC ou un O5 au sein de l'état-major interarmé, je réfléchirais sérieusement à une première question. Est-ce qu'on sera encore là? Et ma réponse serait, du moins hypothétiquement, et de façon de plus en plus concrète, non. Alors qu'est-ce que nous voulons là-bas, si nous n'y sommes pas, qui soit favorable à nos intérêts et plus ou moins conforme à ces intérêts, et sur quoi nous pourrions peut-être exercer une influence de temps à autre par l'équilibrage au large, comme on disait autrefois. Même si je ne suis pas sûr que cette stratégie ait encore beaucoup d'avenir, après ce que Brad Cooper a fait avec les forces navales qui sont désormais engagées dans cette campagne. Hier, on me racontait dans quel état se trouvent les marins sur l'un des porte-avions. Je ne sais pas exactement lequel. Je crois que c'était le Lincoln. Mais c'est lamentable. Ils n'ont pas assez d'eau à boire. Ils n'ont pas assez de nourriture à manger. Ils sont tout simplement misérables sur ce navire, ce qui témoigne de l'attention que les officiers de la guerre de surface de la marine accordent à leurs troupes, si vous voulez. Alors, vous savez, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je sais qu'une réflexion stratégique solide et même opérationnelle est actuellement envisagée. Quel type d'arrangement devrait nous remplacer ou avec quoi serions-nous à l'aise en matière de sécurité dans la région si nous parvenons à surmonter ce désastre créé par Trump? Parce que je ne pense pas qu'on puisse simplement dire « bon, on s'en va et c'est fini ». Je pense qu'il nous faut quelque chose là-bas. Pas très différent de ce que nous avions auparavant, quand nous avions le Shah et quand nous avions Saddam pour faire contrepoids au Shah et ainsi de suite. Cela ne peut en aucun cas ressembler à ce que c'était par le passé, en termes d'engagement américain. Et aucune troupe au sol. Point final. Il n'y aurait aucune troupe au sol.
En fait, je ne parle même pas nécessairement de troupes combattantes. Je parle de toute présence sur le terrain. Je parle des entreprises privées et de tous les autres, au moins au début. Je suis sûr que les sous-traitants y retourneront quand les Saoudiens auront besoin de ceci ou de cela, ou peu importe, s'il nous reste quoi que ce soit qui ressemble encore au Golfe d'avant la guerre de Trump. Mais il faut décider ce qu'on va faire, et quelqu'un doit y réfléchir. On ne peut pas tous être des Hegseth et des Trump, et être assez stupide pour ne même pas penser à demain et après-demain. Et il faut être réaliste. Nous sommes partis. On est fichu. Permettez-moi de revenir là-dessus, en particulier sur les conditions dans la marine, pour les marins comme pour les marines. Alors, il y a environ 2 semaines, j'ai commencé à recevoir des emails d'une mère en colère, furieuse. Elle m'a dit « Écoutez », parce qu'apparemment elle avait parlé à ce journaliste de USA Today. Ce journaliste avait écrit un article en avril. Le titre choisi par les rédacteurs, c'était « Le gouvernement des États-Unis suspend la distribution du courrier aux marins et aux marines à bord des navires ». Mais ce qui est enfoui dans cet article, en réalité, c'est la question de la nourriture lamentable. Je veux dire, on parle... Vous savez, il ne s'agit pas de vouloir vivre une expérience de haute gastronomie à bord d'un navire, mais au moins d'avoir quelque chose de comestible. Et cette mère m'envoyait les textos qu'elle avait échangés avec son fils. Elle m'a dit qu'il avait perdu 15 kilos. Et elle m'a envoyé une photo de l'enfant quand il est rentré chez lui. Vous savez, il était émacié. Alors je me suis dit, bon, c'est une mère. Mais le week-end dernier, j'étais à Chattanooga, dans le Tennessee, à la conférence Robert Barnes. Il y avait différentes séances où les gens pouvaient venir vous rencontrer et discuter avec vous. Donc j'ai commencé à discuter. Une femme est venue me voir et on s'est mis à parler. Et d'une manière ou d'une autre, elle a simplement mentionné au passage que son fils, qui est marine, le fils de l'autre dame, était marin, et ce marin était sur le Tripoli. Et cette mère, d'une manière ou d'une autre, a mentionné que son fils venait juste de rentrer de déploiement. Et je lui ai demandé, il était où? Oh, vous savez, c'était à bord du Boxer, je crois. Et j'ai dit, bon, j'ai entendu dire que la situation alimentaire n'était pas bonne. Elle m'a répondu, laissez-moi vous dire. C'était une autre mère en colère, avec la même histoire, exactement la même que celle que m'avait racontée cette autre femme. Elle ne se connaissait pas. Alors, quelle a été la réponse de Hegseth à ça? Il a fait tout un numéro, il y a 1 mois ou 2, en allant sur l'un des navires et en mangeant aux messes des officiers. Donc vous voyez, la nourriture va très bien. Eh bien, sans déconner, quand les officiers mangent en premier et qu'ils ne sont pas aux messes avec les marins et les marines, oui, ils bénéficient d'un tout autre niveau de service. Et ça va à l'encontre de tout ce que m'a enseigné mon mentor et cher ami, aujourd'hui décédé, Dick Gannon. Dick était colonel dans les marines. Il avait commandé le 5e régiment de marine et en fait, il avait aidé à mettre en place la sécurité diplomatique au département d'État. Mais c'est une autre histoire. Franchement, il m'en a fait baver parce que c'était mon chef. J'étais son seul employé, d'accord? J'étais littéralement assis en face de lui, de l'autre côté du bureau. Chaque matin, ma mission, c'était de lui apporter un donut au chocolat. Mais il m'a appris que les officiers mangent en dernier. Vous avez la responsabilité de prendre soin de ceux qui sont sous votre commandement. Et franchement, la génération actuelle d'officiers à bord de ce navire, officiers de marine comme officiers des marines, faillit à sa mission. Et cela se reflète tout en haut de la chaîne de commandement, jusqu'au sommet, jusqu'à Donald Trump. Juste pour ajouter à ce que tu dis, Nima, mon expérience, sur quelques 40 années de service dans l'armée et 12 ans de travail direct avec la Navy et le corps des marines, c'est que parmi toutes les armes, celle qui s'occupe le plus mal de ces militaires du rang de ces officiers mariniers et ainsi de suite, c'est la Navy.
Et les pires dans ce domaine, vraiment les pires, ce sont les officiers de guerre de surface, exactement comme Larry l'a décrit. Ils sont terribles. Terribles. Ce sont parmi les plus mauvais chefs et ceux qui savent le moins construire le moral des troupes dans les forces armées. Et on le voit se refléter en ce moment même. Les Marines, j'ai beaucoup d'expérience avec eux. Vous savez, 12 ans avec les Marines. Ils sont un peu différents. Ils ont davantage l'état d'esprit de l'armée de terre, manger en dernier, et ainsi de suite. Mais de temps en temps, on en croise aussi un qui est borné. Mais la marine, elle, est de loin la pire en matière de mépris total. On disait autrefois que la marine ne savait même pas qu'elle avait une terre ferme. Vous êtes sur ce navire et vous êtes un esclave. Ils ne savent même pas qu'ils ont une base à terre. Il n'y a pas de morale à terre. Le moral est en mer. Et vous devriez avoir le moral parce que vous vous êtes engagé dans la marine pour voir le monde. Eh bien, regardez, vous voyez le monde. C'est leur attitude. Et vous savez, je ne dis pas ça pour dénigrer la marine. Je le dis pour dire la vérité. La marine est très souvent le pire service quand il s'agit de s'occuper de ses hommes du rang et de ses sous-officiers. Même si, quand ils montent en grade, ils ont tendance à se rapprocher des officiers commissionnés, et à ne plus tellement s'intéresser aux marins non plus. C'est simplement la nature de la bête. Oui. Larry, pensez-vous que le nouvel accord enfin, il semble qu'il soit en train de le rédiger. Du moins, le premier projet devrait être publié bientôt. Entre l'Iran et Oman, en quoi cela va-t-il faciliter la démarche de l'administration Trump pour, vous savez, mettre fin, d'une manière ou d'une autre, à la guerre active entre les deux parties, l'Iran et les États-Unis? Avant de vous donner la parole, voici ce qu'a déclaré Scott Bessent hier même. Le trésorier du bazar. Oui, voici sa photo. Nous avons eu Epic Fury, qui était la partie cinétique. Au Trésor, nous avons mené Economic Fury. Ce qui est peu médiatisé, vous savez, c'est que sur le plan cinétique, leur force aérienne est anéantie, leur marine est anéantie, ainsi qu'une grande partie de leurs missiles et, plus important encore, de leur production de missiles. Sur le plan économique, nous les tenons à la gorge. Ils ont une inflation alimentaire de 150 à 180% et ils ne peuvent pas payer les troupes. Donc je pense que très bientôt, peut-être même aujourd'hui ou demain, nous verrons un accord, un cessez-le-feu de 30 ou 60 jours. Et le détroit sera ouvert, les prix de l'énergie devraient baisser. Il est délirant. Enfin, bon Dieu. Regardez aussi cet aveu sur les prix des denrées alimentaires. Quelle sorte de guerre est-ce qu'on mène là? Moi, je sais quelle guerre on mène. On tue tout ce qui est à notre portée, on affame les gens et tout le reste. Ce qu'on fait est horrible. Vraiment. Eh bien, écoutez, il y a eu un changement dans la politique de l'administration Trump. J'ai reçu un autre indicateur, comme je l'appelle. L'équipe de crise du renseignement au CENTCOM a été démantelée. Alors, laissez-moi essayer d'expliquer ce que cela signifie. Avant le début de la guerre, le 28 février, au quartier général du commandement central, ici, à la base aérienne de MacDill, juste au nord de chez moi, ils avaient mis en place une équipe d'action de crise. Et pour le renseignement, vous avez à la fois la section renseignement, le J2, et puis vous avez le volet opération. Mais lorsqu'on met en place une telle structure, la fonction renseignement sert à la fois à fournir des alertes, des indicateurs de menaces émergentes et ainsi de suite, ainsi qu'à fournir des informations sur les cibles et les activités de l'autre camp. Le fait qu'il l'ait démantelé maintenant, qu'il l'ait arrêté. Un ami m'a envoyé un message. Il m'a dit que l'un de ses amis s'apprêtait à avoir son premier week-end de 4 jours depuis le 20 février.
Donc voilà un type qui travaille 12 heures d'affilée, puis 12 heures de repos depuis 6 mois. C'est tout simplement incroyable. Donc les États-Unis ne se mettent pas en posture, n'est-ce pas? On ne voit pas les mouvements qu'on devrait voir du côté de la planification et du renseignement qui indiqueraient une action militaire américaine imminente. Alors il faut prendre du recul et se demander, d'accord, qu'est-ce qui a effrayé Trump et Bessent? Qu'est-ce qui les a fait reculer? Est-ce la pénurie d'armes? Peut-être. Est-ce la crise économique qui s'est développée avec le Japon, où Bessent a dû, en gros, vendre toutes les réserves américaines de devises européennes afin de sauver, vous savez, juste une mesure à court terme pour essayer de sauver le Japon? Mais ça ne va pas durer. Non. Mais quoi qu'il en soit, quelque chose a poussé les États-Unis à modifier leurs priorités opérationnelles. Et Trump, vous savez, il n'envoie pas de tweets. Bon, dès que je vais dire ça, il va me faire passer pour un menteur. Mais on ne voit pas ces publications sur Truth Social menacer de mettre fin à la civilisation en Iran un jour sur deux. Donc je pense que les États-Unis essayent maintenant sérieusement de désengager l'Iran, de se sortir de tout ça et de remettre en circulation le pétrole et les autres matières premières, ou au moins de créer la possibilité pour les navires d'entrer et de sortir. Même si les navires peuvent entrer et sortir, et j'ai écrit là-dessus hier soir sur Sonar 21, les dommages structurels aux infrastructures pétrolières et gazières dans toute la région sont tels qu'il faudra peut-être non seulement des mois, mais des années, avant que certaines soient réparées, en particulier dans les champs gaziers du Qatar, à Ras Laffan. Donc voilà, nous sommes dans de très très graves difficultés économiques. Et c'est peut-être l'une des choses qui pousse Trump à faire ça. Et pour ajouter à cela, Nima, j'ai aussi entendu hier que les commandants des commandements combattants, en particulier Alexus Grinkowicz en Europe, avaient de nouveau fait part au président de leurs préoccupations concernant l'épuisement des munitions. Il y a maintenant une liste complète qui indique exactement où nous en sommes dans chacun des commandements combattants, notamment l'AFRICOM, l'EUCOM et l'INDOPACOM. Et elle présente le calendrier prévu ainsi que le coût. Les coûts les ont complètement sidérés parce qu'ils pensaient que c'était déjà couvert par tous ces financements supplémentaires que Hegseth demandait, sans vraiment savoir pourquoi il le faisait, je pense. Et ce que le Congrès a accordé et continuera apparemment d'accorder dans le nouveau NDAA ne suffira pas à couvrir tout ça. Évidemment, cela suppose que Lockheed, RTX, Grumman, Boeing et tous les autres vont encore facturer des prix exorbitants. Et je vous assure qu'ils le feront. Mais enfin, ils examinaient la situation de manière réaliste, du point de vue des commandants combattants. Pas depuis cette perspective hagiographique, incroyable et exprimée avec ignorance, que Bessent et Hegseth avancent en permanence. Et ils s'inquiètent, très sérieusement, de la capacité à faire face, pas seulement au cours des 6 prochains mois, mais aussi des 5 prochaines années. Et c'est grave. Et apparemment, ça a fini par atteindre Trump. Oui, et en plus de ça, en faisant des recherches sur le sujet, je suis tombé sur une statistique qui m'a choqué. 78% des armes, disons des systèmes d'armes avancés, ceux qui sont guidés avec précision et ainsi de suite, dépendent de 5 terres rares et métaux qui viennent de Chine et que la Chine contrôle essentiellement. L'un d'eux, c'est le gallium. Un autre, c'est le tungstène. 78% de la chaîne d'approvisionnement est contrôlée par la Chine. Eh bien, si nous entrons en conflit avec la Chine, ils nous ont déjà coupé l'accès. C'est aussi quelque chose que je crois les gens ne mesurent pas ou ne réalisent pas. La Chine nous a déjà privés d'une partie des approvisionnements dont nous avons besoin pour mener ces guerres insensées.
Et ça a été, je pense, un choc complet pour le Pentagone. Et vous savez, quand le Washington Post a rapporté que Trump criait sur Hegseth en le blâmant, Hegseth a répondu « Non, ce n'est pas ma faute. C'est la faute des Juifs. Vous savez, Feinberg. Il s'en est pris à Feinberg. Oui, c'est le Juif. » Vous voyez, je me suis dit, franchement, je ne blâme pas. Je pense qu'on fait porter injustement le chapeau à Hegseth. C'est un abruti, c'est un idiot. Il est dépassé. Mais ce n'est pas lui qui a conçu ce système et qui a dit « Hey, construisons ces armes précises et assurons-nous que leur approvisionnement dépende d'importations venant de Chine. » Vous savez, ça date d'avant Hegseth. Bon sang, ça date même d'avant Trump. Mais maintenant, on a ce problème et il ne va pas disparaître. Une partie de ça va effacer ce frisson du visage de Besson. Yes.